Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Cette semaine, nous rencontrons M. François Descaries. Et le sujet qui va sûrement vous intéresser, surtout à cette période-ci de l'année, c'est la protection du consommateur, le droit des consommateurs. Alors, M. Descaries, je vous laisse vous présenter. Merci. Mon nom est François Descaries. Je suis directeur de l'ACEF Appalaches-Beauce-de-Chemin. L'ACEF a un mandat assez large de protection des consommateurs, protection des locataires, et on accompagne les gens aussi dans les budgets, dans le crédit, l'endettement, toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, vraiment, ce que je vais vous parler, c'est de protection du consommateur. Puis effectivement, c'est une bonne période de l'année pour en discuter. D'abord, vous dire, par exemple, que je ne suis pas avocat. Fait que les informations que je vais vous donner ici, c'est de l'information juridique, mais si des personnes ont des vrais litiges puis se posent des questions, bien, ils peuvent tout le temps consulter un avocat ou appeler l'Office de la protection du consommateur qui pourra mieux les renseigner aussi. Bon, c'est une bonne mise au point. Mise au point. Alors, ça couvre quoi exactement le droit des consommateurs? Oui, bien en fait, ce que ça couvre puis ce que ça couvre pas... En fait, ce qu'on voit beaucoup ce temps-ci, c'est on voit plusieurs types de fraudes. Puis les fraudes ne sont pas nécessairement couvertes par la protection du consommateur. Évidemment, quand on a décidé de mettre en place des mesures légales, des mesures législatives en termes de protection du consommateur, on s'est dit, bon, bien, il y a les commerçants puis il y a les consommateurs. Mais évidemment, si on est dans un schéma où est-ce que c'est quelqu'un de mal intentionné, c'est pas la loi sur la protection du consommateur qui va s'appliquer. Donc, tu sais, on voit beaucoup des fraudes par texto, par courriel, du hameçonnage, du vol d'identité. C'est pas couvert par la loi sur la protection du consommateur, tout simplement parce que c'est pas une relation commerçant-consommateur. Fait qu'en règle générale, ce qui est couvert par la loi sur la protection du consommateur, puis il y a beaucoup de dispositions, c'est vraiment, on achète un bien ou on loue un bien auprès d'un commerçant. Ce commerçant-là peut être physique, peut être en ligne, peut être par téléphone, peut être aux États-Unis. La loi québécoise va s'appliquer quand même. C'est vraiment le lieu de résidence du consommateur qui va déterminer, dans le fond, quelle loi s'applique, où a été effectué le contrat d'une certaine façon. OK. Il y a des périodes. C'est habituellement 7 jours pour... décider de refuser ce qu'on a signé. Il faut faire attention, c'est un mythe, ça. Hein? C'est un mythe, oui, ouais. oui, la question du 10 jours qu'on véhicule souvent, c'est vraiment un mythe. En fait, il n'y a pas de délai inscrit dans la loi pour rapporter un bien, par exemple. Donc, si j'achète un bien, je suis pris avec d'une certaine façon. Je retourne chez nous, je ne le veux plus, non, je suis pris avec. L'exception, puis ce qui arrive souvent, c'est que la plupart des grandes chaînes ont des politiques de retour. Puis s'il y a une politique en place, la grande chaîne n'a pas le choix de la respecter. Si elle dit, dans le fond, moi, ma politique de retour, c'est 30 jours, et argent remis ou échange remis, bien en fait, là, ils ne peuvent pas dire, ah non, toi, il n'y a rien qui m'oblige dans la loi à reprendre ton produit. Non, s'ils ont une politique, qu'ils l'ont affirmée, ils l'ont affichée, ils sont obligés de la respecter, évidemment. Sinon, ce serait des allégations fausses ou trompeuses. OK. Alors, il y a divers types de protection. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs types de protection, mais celles que je vais regarder aujourd'hui, c'est beaucoup celles qui sont dans la loi. Puis l'autre chose que la loi protège pas ou protège mal, c'est les gens qui sont malhonnêtes. Comme là, je parlais des fraudes, mais aussi, il y a des gens qui vont avoir un commerce, ils vont créer une vraie entité légale, une vraie entreprise au registre des entreprises québécois ou canadiens, mais avec des intentions malhonnêtes. Puis quelqu'un qui est mal intentionné, on a beau avoir les meilleures lois au monde, si la personne, son but, c'est d'arnaquer les gens, même si elle se cache derrière une entreprise, dans ces situations-là, la loi couvre mal les gens. Mais là, sortons de tout ça, puis parlons de vrais consommateurs. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Vous avez eu une situation notamment sur les thermopompes, où vous avez eu gain de cause, mais vous avez été obligé de vous débattre fort. Oui, bien en fait, il y a beaucoup de consommateurs dans la région qui ont contracté justement avec un vrai commerçant là, qui était enregistré, qui avait des numéros de taxes, etc. Mais justement, dans ces situations-là, la plupart des commerçants sont malhonnêtes. C'est ce qu'on appelle des coquilles vides. Puis oui, on gagne, ou les consommateurs vont gagner souvent quand ils vont se présenter aux petites créances. En fait, presque tout le temps. Mais évidemment, récupérer de l'argent de ces entreprises-là, même s'il y a un jugement en faveur du consommateur, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, l'argent n'existe plus. La compagnie, c'est une coquille vide. Fait qu'on pourrait bien envoyer un huissier, mais il va se retrouver devant un local vide avec 2 trombones puis un crayon dans le local. Donc, il n'y a rien à saisir.
Donc c'est ce genre de situation-là où est-ce que la loi sur la protection du consommateur est excellente, mais son application est difficile. Donc, il y a une petite nuance à faire. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de protection? Ben oui, en fait, si on parle de protection, il y en a énormément. Puis on trouve que la loi du Québec est quand même une bonne loi. La première que je vais parler, parce que de plus en plus on en voit, c'est ce qu'on appelle les contrats conclus à distance. Quand la loi a été écrite, c'était beaucoup des contrats conclus au téléphone. Ouais. Maintenant, on s'entend que c'est beaucoup plus des contrats conclus sur des téléphones intelligents ou sur l'Internet. Donc, les contrats conclus à distance, la loi a évolué parce qu'en fait, il y a une certaine vulnérabilité du consommateur quand on n'a pas la chance d'avoir dans les mains le produit. On peut être déçu une fois la réception. Des fois, tu sais, les prises de photos, la mise en valeur du produit donne l'impression d'un produit haut de gamme. Puis finalement, quand on le reçoit à la maison, on se rend compte que c'est une babiole, tu sais, c'est pas du métal qui est très épais, c'est un métal très mince. Donc, on n'a pas le... Donc, il y a vraiment des mesures qui sont prévues pour permettre justement l'annulation d'un contrat conclu à distance. Il faut toujours faire attention puis aller très vite. Dans le fond, là, ces mesures-là sont mises en place pour protéger les consommateurs, mais ne sont pas éternelles. Fait que dès qu'on est dans une situation où est-ce qu'on est déçu par un produit qu'on a reçu par Internet, par téléphone, vraiment d'agir immédiatement. Consultez votre association de consommateurs comme l'ACEF, appeler un avocat ou aller sur les sites. Dans le fond, il y a quand même beaucoup d'informations. Puis c'est assez simple. Les recours sont assez simples. Mais il doit y avoir des entreprises, je ne veux pas faire de publicité, là, mais je pense à Amazon. Oui, absolument. Qui va s'installer à Montréal prochainement. Il doit y avoir des politiques, eux autres, parce que ça fonctionne bien, donc les clients sont satisfaits. Oui. Il y a deux choses que j'aimerais aborder par rapport à ça. C'est, oui, les Amazon de ce monde, Amazon, c'est le plus grand distributeur au monde aujourd'hui, mais ils ont souvent des politiques de retour. Des fois, il y a des frais qui peuvent être chargés, des frais de transport. Fait que des fois, ça peut aller vite. Hein, la clé USB, le petit matériel des écouteurs qu'on a acheté, qui valent 50 $, s'il faut repayer 10 $ pour les renvoyer parce qu'on n'est pas satisfait. Déjà là, on est dans des situations qui sont peut-être un petit peu décevantes. Puis peut-être que la loi sur la protection du consommateur dans ces situations-là nous protège déjà. Il y a peut-être la loi peut être plus forte que les politiques de retour. Puis évidemment, la loi est prescriptive. Toutes les compagnies doivent s'y conformer. Comme je mentionnais plus tôt, les politiques, si elles sont écrites et distribuées, doivent être respectées par la compagnie aussi. C'est vraiment très important. Puis, il y a aussi un niveau de protection supplémentaire qui est dans la loi sur la protection du consommateur puis qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle des possibilités de rétrofacturation. Puis ça, dans le fond, c'est un remède à l'achat en ligne qui est des fois un petit peu malhonnête. On voit beaucoup des produits là, pour devenir plus forts, des faux Viagra aussi, des pharmacies en ligne, des choses comme ça. Puis souvent, ou des produits gratuits, des crèmes hydratantes pour la nuit, puis dans le fond, c'est gratuit. On a juste à entrer notre carte de crédit pour les frais de livraison qui sont 2,95 $. Ce qu'on ne constate pas souvent, c'est que, associé aux termes et conditions, ce 2,95 $-là est vrai, mais inclut aussi un abonnement mensuel. Donc, les gens se retrouvent à avoir acheté un abonnement qui, à chaque mois, va prélever 95 US sur son compte de banque. Mais avant que les gens s'en rendent compte, ça peut prendre 2-3 comptes de banque avant qu'ils fassent « Mais voyons donc, c'est quoi ces montants-là? » Puis là, ils réalisent que c'est la petite crème qu'ils ont reçue il y a 3 mois, puis qui ont reçu 2 autres échantillons par la poste, mais avec rien, pas de facture dedans. Donc, c'est vraiment qu'on reçoit l'état de compte. C'est ce qu'on appelle la rétro. En fait, dans ces situations-là, on peut annuler le contrat. Puis, si le fournisseur, qui est souvent aux États-Unis, qui parle une langue anglais, s'il n'accepte pas de nous rembourser le montant, puis là, on a des délais très serrés, mais s'il n'accepte pas de nous rembourser le montant, c'est l'émetteur de carte de crédit qui va être obligé de nous rétrofacturer les montants. Fait que ça, c'est vraiment une mesure qui peut être très, très, très utile. Puis dernièrement, il y a eu une modernisation de la loi sur la protection du consommateur. Avant, si ma mémoire est bonne, on avait 10 jours pour demander la rétrofacturation suite à l'inscription du frais. Maintenant, on a, si ma mémoire est bonne, on a 10 jours à partir de la réception de l'état de compte. OK. Parce que les gens, quand ils s'en rendent compte, quand ils reçoivent leur compte de carte de crédit puis qu'ils font 95 US, c'est quoi ça? Fait que maintenant, dans le fond, la loi, quand ils l'ont modernisée dernièrement, puis c'était une demande des associations de consommateurs, on disait, c'est pas quand le monsieur reçoit ou la madame reçoit son produit
qui va constater qu'il s'est embarqué là-dedans, c'est quand il reçoit sa facture, son état de compte de carte de crédit. Donc, la loi a évolué récemment pour inclure ça. Puis, on a déjà eu un cas à Thetford Mines où est-ce qu'on a utilisé la rétrofacturation suite à la réception. Puis, en fait, c'était Mastercard, c'était Canadian Tire, c'est une carte Canadian Tire qui a accepté de rétrofacturer le montant. Puis, c'était des montants de plus de 100 US, là, évidemment. Et je trouve ça intéressant de ce que vous parlez des annonces à la télé où, pour 29,95 $, si vous payez tout de suite, vous allez en avoir une seconde paire ou peu importe. Mais il y a toujours une petite inscription en bas qui n'est jamais prononcée, c'est US. Aussi. Est-ce que ça, là-dessus, la protection des consommateurs... C'est une bonne question. À ma connaissance, les prix doivent être affichés au Canada en dollars canadiens. Est-ce qu'il y a des exemptions dans dans des postes américains, par exemple, qu'on reçoit ici? Mais les prix doivent être en dollars canadiens. Là. Mais il faudrait que je vérifie, parce que là, vous me posez une question que je ne m'étais pas préparée. Mais en règle générale, ça doit être en dollars canadiens, puis ça doit être affiché. Parce que ce qu'on voit présentement, c'est US. Alors, heureusement, c'est pas euro, hein, parce que ça sera encore plus cher. Ça sera encore pire, oui. Oui. Sinon, dans les protections du consommateur, les plus standards, puis c'est les plus utiles aussi, qu'on peut utiliser, c'est toutes les omissions de faits importants. Puis ça, en fait, on achète un véhicule, on ne devrait pas avoir à demander est-ce qu'il a été accidenté. Si le vendeur est au courant qu'il a été accidenté, il devrait nous le dire spontanément. Puis en fait, puis évidemment, s'il le cache, là, c'est encore pire. Mais en fait, ça devrait être proactif. Les faits importants, on ne devrait pas les dissimuler, puis on devrait les divulguer de manière proactive. Fait que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais ça se fait pas automatiquement maintenant, ça? En fait, ça se fait pas automatiquement. Allez voir ailleurs, par exemple, un autre exemple de divulgation proactive. On sait que dans la loi sur la protection du consommateur, il y a ce qu'on appelle la garantie légale. La garantie légale, c'est quoi? Vous savez, quand on achète un bien, un meuble, on peut avoir 1 an de garantie. Par exemple, un frigidaire, ça peut être 2 ans de garantie. Mais en fait, un frigidaire devrait durer plus longtemps que ça. On peut présumer qu'un frigidaire devrait durer une dizaine d'années. Puis c'est à peu près ce que la jurisprudence dit aussi. Mais en fait, même si la garantie du manufacturier est terminée, les garanties légales s'appliquent parce qu'en fait, acheter un bien, ça ne devrait pas être une loterie. On ne devrait pas avoir un citron. Un frigidaire, ça devrait durer une dizaine d'années. Si on l'a payé 1 000 puis après 3 ans, 4 ans, il brise, bien, souvent les jugements qu'on lit, bien, dans le fond, après 3 ans, ils vont enlever 30 de sa valeur, puis ils vont dire, ben non, dans le fond, consommateur, ça va être selon, mais le consommateur a droit à un remboursement de la compagnie. Mais évidemment, c'est des démarches qui sont compliquées parce qu'il faut aller aux petites créances. Mais la garantie légale est dans la loi, puis elle doit être divulguée de façon proactive si le commerçant vous vend ou tente de vous vendre une garantie prolongée. Vous savez, c'est quoi les garanties prolongées? Ouais. C'est dire, ton bien est garanti 1 an par le commerçant ou le fabricant. Si tu veux, je te donne 3 ans de garantie prolongée. Puis, je te vends ça, des fois 20 15 du prix de vente. Mais ça, dans la loi, c'est très clairement indiqué. Si je veux vous vendre une garantie prolongée, en tant que vendeur, j'ai l'obligation de 2 choses. D'abord, de vous dire que la garantie légale existe et de vous remettre un petit document qui explique ce qu'est la garantie légale. Puis là, je vous demande... Il n'y a pas de commerçants qui font ça. Bien, pourtant, c'est une obligation. Fait que c'est pas parce que c'est dans la loi qu'il n'y a pas de commerçant qui le fait. C'est un renseignement qui est important pour les consommateurs qui nous écoutent. Absolument, parce qu'en fait, les études qu'on a, puis c'est beaucoup des études américaines, mais ils parlent que les garanties prolongées, la rentabilité de ça dépasse presque tout le temps 50 Fait que la marge de profit sur une garantie prolongée, s'ils te vendent avec ton système de son qui vaut 300 une garantie à 100 bien, ils vont se faire 50$ sur ce 100 $-là, minimum, puis des fois, on parle de 60-70 Ça veut dire que les gens l'achètent, mais ne l'utilisent jamais dans une très grande proportion des cas. Ouais, alors, moi, j'aurais l'impression que ça doit excéder le 50. J'irais peut-être plus à 80-90. Les données que j'ai, c'est minimalement 50 mais j'ai vu des 70 aussi. Mais c'est des données qui sont très dures à obtenir, là, évidemment. Là, mais donc, vous voyez, c'est pas parce que c'est dans la loi que les gens vont le respecter. Puis ça, souvent, j'invite les consommateurs à bien s'informer puis à tenir leur bout aussi. Parce que des fois, la loi les protège très, très bien, mais
ils sont devant quelqu'un, un vendeur professionnel, qui va lui dire « Non, 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 ça se passe pas comme ça, tu n'as pas raison. » Puis c'est pas parce que le vendeur lui dit qu'il n'a pas raison qu'il n'a pas raison. Puis des fois, tenir son bout, ça peut être très, très, très payant. Mais évidemment, il faut être bien accompagné, il faut avoir les bonnes informations. Mais évidemment, c'est rarement dans l'intérêt du commerçant de dire « Ah oui, tu as raison, je vais te rembourser ton bien. » C'est ça. Celui qui achète, il ne faudrait pas qu'il perde de vue qui est l'acheteur. Oui, aussi, qui a un pouvoir énorme, en fait. Oui. Là. Puis d'où l'intérêt d'acheter localement, d'acheter dans des commerces de proximité. Parce qu'en fait, en tant qu'acheteur, quand on est dans un commerce de proximité, on a beaucoup de pouvoir de décision. On n'est pas pris dans un étau où est-ce qu'on se fait proposer des produits puis qu'on va acheter spontanément. On est devant un étal, on est devant des commerçants qui sont souvent des professionnels, qui connaissent bien leurs produits, puis on peut toucher le produit, on peut le voir, on peut le constater, puis on peut aussi dire non, c'est trop cher, je me retourne de bord puis je m'en vais. Et alors que dans d'autres types de commerces, notamment la vente à domicile, notamment la vente aussi sur Internet, où est-ce qu'on est, comme dans une bulle, puis on a moins la connaissance du coût réel du produit qu'on va consommer. Fait que vraiment, l'achat, puis même on dit souvent l'achat avec de l'argent liquide, nous invite à être plus économe. Prendre notre carte de crédit pour payer, on a moins cette douleur-là de payer, de sortir des billets de banque. Puis quand on paye un bien de 400 500 si on sort une pile de ça, des piles de 20 on va constater, après en avoir mis 10, 15, 20, 25 sur la table, que c'est quelque chose qui nous a coûté cher. Alors qu'avec la carte de crédit, c'est comme ça, puis on part. Fait que, vraiment, c'est des petits trucs qui peuvent être pris pour faire attention à la consommation. Ça me rappelle que anciennement, on avait je me souviens, j'avais un de mes oncles qui commerçait. Il y avait toujours une palette. Alors, il arrivait, puis il mettait une coupe de 100 des vrais 100. Là. Oh là là. Fait que ça a été impressionnant, puis il pouvait faire des bons deals de cette façon-là. C'est un peu le même principe qui s'applique. Ah oui, absolument. Mais en fait, il se mettait dans une position de force, parce que lui, il disait « Moi, je suis un consommateur sérieux. Je suis ici pour acheter. Est-ce que tu vas me proposer un prix qui est intéressant ou est-ce que je vais prendre cette même argent-là que j'ai devant mes yeux puis je vais aller ailleurs? Mais c'est pas une pratique ici répandue que ça de négocier au Québec. On ne voit pas ça beaucoup. Dans l'automobile, dans les forfaits de téléphonie cellulaire, on va voir un peu plus d'options de négocier. Un peu dans le gros électroménager aussi. Là, il y a un petit peu de marge de manœuvre qui peut être faite. Mais ça vient principalement des compagnies et non pas du consommateur. Bien, le consommateur peut le faire quand même, notamment dans l'automobile. On invite les consommateurs à demander, en fait, des pneus d'hiver en plus de ce qui est offert, puis tout le kit. Puis c'est des choses que les vendeurs sont sensibles, dans le fond, à ça, parce qu'ils veulent vendre. Puis évidemment, une automobile, c'est un gros achat, puis ils n'en vendent pas tant que ça. Là. Fait que, si à chaque fois qu'ils en vendent un de plus, il y a toute une série de commissions qui s'enchaînent pour le directeur financier, pour tout le kit. Fait que, ils sont prêts à négocier. Je trouve ça intéressant, l'automobile, parce que depuis quelques années, les autos de location, les compagnies disent on va examiner ton véhicule quand tu vas le ramener, puis s'il y a des graphings ou les pneus sont trop usés, ou, il va y avoir des frais. Moi, je me dis... En principe, il devrait, c'est une location, l'auto à 4 ans, elle a de l'usure. Oui, l'usure normale. Y a-t-il des manières de contourner ça? Ou... Bien, en fait, souvent, ça va être de regarder, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de disposition là, qui définit ce qu'est une usure normale. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a déjà demandé là, de mieux définir ça. Mais c'est sûr que ça va dépendre du type de contrat qui a été signé. À ce niveau-là, la loi a peut-être quelques spécificités, mais ça va vraiment dépendre de ce qui a été spécifié dans le contrat. Mais c'est facilement argumentable aussi. Là. En fait, l'usure normale, des petites graphings sur l'auto, des petites déchirures. Moi, je prétendrais sûrement que c'est de l'usure normale. Surtout là, après 4 ans. Ben oui, en fait, c'est un véhicule, c'est quelque chose qui a circulé 100 000 km. Et évidemment, on ne s'attend pas à avoir un neuf. Mais c'est ça. Mais en fait, ce qui s'en vient, parce que là, en fait, l'Office de la protection du consommateur est en consultation, en pré-consultation, c'est pas publié, mais ils sont en train de réfléchir à tout ce qui est autour du contrat, du financement automobile, des contrats de vente automobile. C'est vraiment le prochain gros dossier de l'Office de la protection du consommateur. Puis je suis vraiment impatient qu'on modernise certains éléments de la loi en ce moment. À ce niveau-là non plus, je ne m'étais pas préparé pour la discussion d'aujourd'hui, mais on voit
notamment le rallongement des termes. Aujourd'hui, c'est beaucoup du 96 mois pour l'achat d'un automobile. C'est 8 ans, alors qu'on sait que les gens gardent en moyenne 5 ans leur véhicule. Veut pas, il y a une adéquation qui ne marche pas. Si je garde 5 ans mon véhicule, mais je l'ai financé sur 8 ans, nécessairement, je vais avoir ce qu'on appelle une balloune, une équité négative. Puis, nécessairement, je peux facilement rentrer dans une spirale d'endettement où est-ce que cette équité négative-là va être transmise sur notre autre véhicule. Puis le gros problème avec ce système-là, l'avantage, c'est qu'il permet de vendre plus d'automobiles. Parce qu'en fait, ça semble plus accessible. Mais le gros problème avec ce modèle-là, c'est qu'au lieu de payer le vrai prix pour un véhicule, on en paye juste une fraction. Fait qu'il nous semble accessible, mais c'est des véhicules qui ne sont pas abordables, qui sont trop chers. Puis l'abordabilité, c'est ça qu'on devrait regarder. Mais il va y avoir des modernisations sur la loi sur la protection du consommateur. Ça aussi, le concessionnaire t'appelle, dit « Bon, je rachèterai ton contrat, on a des possibilités de le vendre, ton véhicule, puis tu pourrais en avoir un neuf. » On voit tout le temps ça. Puis souvent, ça crée des situations qui sont très problématiques. Je me rappelle d'une en particulier, c'était un couple très âgé, là, 80 ans et plus, là, 83, 84. Ils auraient été mieux en taxi, eux autres. En fait, eux avaient un auto qui allait finir de payer, là, puis une très bonne petite auto, d'une marque reconnue, très durable. Puis en fait, à quelques mois de l'échéance de leur terme, ils sont retournés dans un contrat d'achat, alors qu'ils auraient très bien pu garder leur auto il y a quelques années. Puis quelques mois plus tard, monsieur est décédé, puis madame était inapte à conduire. Mais il venait de se rattacher les mains avec un contrat d'achat de véhicule auprès d'une très grande marque, très connue. Puis en fait, il avait été un peu victime de ça, cette pression-là des ventes X, Y, Z pour les bons clients, c'est ça. Mais avant la fin de leur terme, puis ça a été une très mauvaise décision de consommation. Mais malheureusement, oui, c'est le consommateur, c'est cette dame-là et ce monsieur-là qui ont signé, mais ils se sont fait embarquer dans de la pression de vente, puis moi, je trouve ça malheureux. Oui, ça l'est, effectivement. Surtout pour des gens très âgés comme ça, j'ai de la misère avec ça, très honnêtement. Dépendamment s'il y avait des héritiers ou pas aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont repris l'auto. Oui, bien en fait, nous, quand on est rentré dans le dossier, c'était une auto qui avait quelque chose comme 1 an. Ça a pris du temps avant que madame vienne nous voir, puis elle avait le décès aussi, puis plein de choses. Puis je pense qu'elle avait genre 800 km au compteur, cette auto-là, après 1 an, là. Donc, ça a été un bon achat, effectivement, pour quelqu'un qui cherche dans l'usager, mais pour elle, c'était un paiement mensuel difficile à payer, surtout pour une utilisation absente. Fait que non, il y a des choses comme ça qui malheureusement, tout ça est légal, en fait, hein, mais évidemment, ça place les consommateurs dans des drôles de situations. Il nous reste peu de temps. Oui. Puis j'aimerais maintenant que vous faisiez une élaboration des recours. Oui, bien en fait, puis on n'a pas parlé de tout ce que j'aurais voulu, mais c'est correct comme ça. On vous invitera de nouveau. D'accord, je reviendrai. Mais en fait, quand on pense qu'on a une problématique avec un commerçant, quand on pense qu'on a une problématique avec un vendeur, peu importe le type, il y a 3 choses qu'il faut faire. Il y a 3 étapes pour arriver à régler. La première chose, ça demeure toujours la négociation. Puis la négociation, je dirais, de bonne foi. On a eu un problème, puis on essaie de le régler. Puis l'idée, c'est pas de s'enrichir. L'idée, c'est juste de régler notre litige avec l'autre partie de bonne foi. Fait que des fois, on coupe la poire en deux, puis on essaie de trouver une entente raisonnable. Souvent, ça se fait par téléphone ou en personne. Si ça ne marche pas, qu'on ne trouve pas de résolution au conflit, la prochaine étape, c'est la signification. C'est l'envoi d'une mise en demeure. Là, en fait, on va définir clairement c'est quoi le problème, qu'est-ce qui a causé le problème, puis, ce qui est très important, on va aussi définir quelles sont les attentes, le règlement souhaité. Une mise en demeure. C'est très simple à écrire. Les gens voient ça comme étant très gros, mais en gros, c'est ça. On n'a pas besoin de plaider le droit selon l'article ça. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Juste dire, moi, je souhaite ça. Évidemment, si on ajoute un petit peu de légal, ça renforce la mise en demeure, mais c'est pas obligatoire. Habituellement, une mise en demeure, c'est rédigé par un avocat? Pas du tout. Pas nécessairement? Pas du tout. Les mises en demeure peuvent être rédigées par... vous voyez très bien. Puis, il y a des livres qui existent, 112 modèles de mise en demeure. Fait que là, on cherche, bon, j'ai un problème avec un commerçant automobile. Je vais aller chercher ma mise. Fait qu'il il y a des modèles sur Internet aussi. Puis, on en a beaucoup à l'ASF qu'on peut distribuer gratuitement aussi. Puis dans la mise en demeure, on va donner un délai. Je donne 5 jours, je donne 10 jours pour régler, sinon, je vais pouvoir entreprendre d'autres recours.
Puis en fait, si tout ça ne marche pas, un petit litige, on va aux petites créances, maximum 15 000 de réclamation, ce qui est quand même très, très bien. C'est rendu à 15 000? Rendu à 15 000. Ça a été augmenté il y a au moins 4-5 ans. Puis en fait, si on va aux petites créances, on demande au greffier de rédiger la demande. Fait qu'en fait, on y va avec notre information. Aux petites créances, on ne plaide pas le droit, on explique ce qui s'est passé au juge qui devra interpréter la loi. Le coût, c'est de 60 encore? Ou... Non, c'est un petit peu plus que ça, mais ça va être en fonction du montant de la réclamation. 0 à 5 000 c'est un montant. Ah, OK. 5 000 à 10 000 c'est un montant. Puis 10 000 à 15 000 c'est 202 je pense. Mais c'est le plus dispendieux. Tous ceux, les autres sont plus bas. Puis un nouveau projet qui vient juste d'être mis en place, si le consommateur gagne un petit montant, moins de 2 000 les frais sont à la charge de l'État pour aller récupérer le montant. Parce que des fois, on gagne 1 000 pièces, mais ça coûterait 500 pièces de huissier à aller faire exécuter le jugement, puis on n'est pas sûr de l'avoir. En bas de 2 000 ça vient tout juste de commencer. L'État peut prendre en charge les frais pour aller chercher l'argent. Bien, un gros merci, M. Descaries. Les informations, j'espère qu'au niveau du public, vous avez su apprécier. Si jamais vous avez des questions face à ce que des droits de consommateurs, la CEF est là pour vous aider. Gênez-vous pas. M. Descaries est disponible presque 24 heures par jour. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.